Le fils téméraire d'un PDG a renversé ma fille et s'est enfui. Le PDG m'a appelé. Mon fils a l'immunité. Le juge est dans ma poche. Laisse tomber. J'ai répondu, vous ne savez pas du tout à qui vous avez affaire. Vous avez 10 minutes pour qu'il se rende. Le PDG a ri. 9 minutes plus tard, son avocat m'a appelé. Qui diable êtes-vous? Nous sommes prêts à accepter toutes vos conditions, arrêtez seulement ce que vous avez commencé. Nous serions ravis de savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, la collision. Victor Parsons corrigeait les devoirs d'histoire de ses élèves lorsque son téléphone sonna. Les chiffres rouges de son horloge de bureau indiquaient 15h47. Emma aurait déjà dû être rentrée de son entraînement de foot. La voix de sa femme Kendra, tendue et paniquée, retentit. « Victor, il y a eu un accident. Emma est à l'hôpital. » Les copies s'éparpillèrent sur le sol alors que Victor bondissait de sa chaise. 20 minutes plus tard, il se précipitait dans les couloirs de l'hôpital Saint-Marie, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Il trouva Kendra dans la salle d'attente. Son mascara avait coulé sur ses joues, et elle serrait un mouchoir. Elle traversait au feu vert après l'entraînement, murmura Kendra. Un gamin dans une voiture de sport a grillé le feu rouge à au moins 80 km/h. Il l'a percuté et s'est enfui. Un témoin a relevé la plaque d'immatriculation. La mâchoire de Victor se crispa. En 15 ans d'enseignement de l'histoire au lycée, il avait appris à maîtriser sa colère. Mais les anciens instincts de sa vie passée se réveillaient. Des instincts qu'il avait profondément enfouis lorsqu'il avait choisi de devenir enseignant au lieu de continuer son travail pour l'agence. Le docteur Lilian Meadows sortit de la salle de traumatologie, sa blouse chirurgicale encore humide. Monsieur et Madame Parsons, Emma est stable. Des côtes cassées, une commotion cérébrale et une hémorragie interne que nous avons réussi à contrôler. Elle a de la chance. Ça aurait pu être bien pire. Un soulagement immense envahit Victor, mais il fut rapidement remplacé par une colère froide et calculée. Docteur, quand pourrons-nous la voir? Elle dort maintenant. Les sédatifs la maintiendront à l'aise toute la nuit. Vous pourrez la voir demain matin. Alors qu'ils se dirigeaient vers le parking, l'inspecteur Jerry Dixon les aborda. C'était un homme mince aux yeux bienveillants, mais Victor pouvait lire la frustration sur son visage. Monsieur Parsons, je voulais vous tenir personnellement au courant. Nous avons retrouvé le propriétaire de la voiture grâce à la plaque. Elle appartient à Kyle Sutton, fils de Gordon Sutton, le PDG de Sutton Industries. Le problème. Dixon marqua une pause, visiblement mal à l'aise, c'est que le gamin ne parle pas, il prétend qu'il était chez lui toute la journée, et son père a déjà mobilisé une équipe d'avocats. Des témoins l'ont vu, dit Kendra, la voix montant. Je sais, madame, mais les avocats de Sutton plaident l'erreur sur la personne et font pression pour que l'affaire soit classée. On dit que Gordon Sutton a une influence considérable dans cette ville. Victor étudia le visage de l'inspecteur. Il reconnut ce regard. Celui d'un bon flic se heurtant à un mur de corruption et de pouvoir. Qu'est-ce que vous ne nous dites pas, inspecteur? Dixon jeta un coup d'œil autour de lui, puis baissa la voix. Entre vous et moi, ce n'est pas la première fois que Kyle Sutton a des ennuis. Conduite en état d'ivresse l'année dernière. Des accusations d'agression abandonnées il y a 6 mois. Son papa étouffe toujours l'affaire. Les Sutton possèdent la moitié de la ville, y compris certaines personnes qui devraient être plus avisées. Cette nuit-là, Victor s'assit dans la chambre d'hôpital d'Emma, regardant sa fille dormir. Des tubes et des fils reliaient son petit corps à diverses machines, et un énorme bleu couvrait le côté gauche de son visage. Kendra était finalement rentrée chez elle pour prendre une douche et se changer. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis 5 ans. Nathaniel Kemp à l'appareil. Nat, c'est Victor. Un silence. Victor Parsons. Eh bien, ça alors. Je pensais que tu étais devenu un civil à part entière. C'est le cas. Je le suis. Mais j'ai besoin d'une faveur. Dis-moi. Gordon Sutton. Sutton Industries. Qu'est-ce que tu sais? Assez pour savoir qu'il ne faut pas le chercher sans une bonne raison. De quoi s'agit-il? Victor lui raconta l'histoire d'Emma, de Kyle, des menaces pour tout faire disparaître. Quand il eut fini,
Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Mon Dieu, Victor, je suis désolé. Comment va ta fille? Elle s'en sortira. Mais Sutton pense que son argent et ses relations le rendent intouchable. C'est peut-être le cas. L'homme a des politiciens, des juges et la moitié de la police dans sa poche. Il est aussi impitoyable. Il a bâti son empire en écrasant tous ceux qui se mettaient sur son chemin. Alors il est sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on écrase la mauvaise famille. Chapitre 2, l'ultimatum. Le lendemain matin, Emma était réveillée et demandait son père. Victor lui tenait la main pendant qu'elle décrivait l'accident. Le feu vert, le rugissement d'un moteur, puis plus rien jusqu'à son réveil à l'hôpital. Sa tenue de foot avait été découpée aux urgences, mais elle portait toujours son bracelet porte-bonheur, celui que Victor lui avait offert pour son 13e anniversaire. « Papa, est-ce qu'ils vont attraper la personne qui m'a renversé ?» Victor serra doucement sa main. « Oui, ma chérie. Je te le promets. » À midi, l'inspecteur Dixon appela avec de pires nouvelles. Le bureau du procureur vient d'appeler. Il n'engage pas de poursuite. Preuves insuffisantes. Ils disent que le témoignage du témoin n'est pas assez solide. Et sans les aveux de Kyle Sutton ou des preuves supplémentaires, ils ne peuvent pas continuer. Je vois. La voix de Victor était étrangement calme. Monsieur Parsons, je veux que vous sachiez que certains d'entre nous ont essayé. Il y a de bonnes personnes dans ce service qui sont dégoûtées par tout ça, mais... Je comprends, inspecteur. Merci d'avoir essayé. Victor se rendit en voiture au centre-ville, à la tour étincelante de 40 étages qui abritait Sutton Industries. Le hall d'entrée, tout en marbre et en verre, était conçu pour intimider. Il prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage où l'assistante de direction de Gordon Sutton, Beverly Chambers, était assise derrière un bureau massif. « Je dois voir Monsieur Sutton, » dit calmement Victor. « Avez-vous un rendez-vous ? » Monsieur Sutton est extrêmement occupé. Dites-lui que Victor Parsons est là au sujet de son fils Kyle et de ma fille Emma. Le sourire professionnel de Beverly vacilla. Elle prit son téléphone, parla à voix basse, puis raccrocha. Monsieur Sutton va vous recevoir maintenant. Le bureau de Gordon Sutton occupait la moitié du dernier étage, avec des baies vitrées allant du sol au plafond qui surplombaient la ville. L'homme lui-même était grand et large, avec des cheveux argentés et des vêtements coûteux qui ne parvenaient pas à cacher la cruauté dans ses yeux. Il ne se leva pas lorsque Victor entra. « Monsieur Parsons, je comprends que vous soyez contrarié par cette situation malheureuse avec votre fille. » Situation. La voix de Victor resta égale. Votre fils a failli tuer une fille de 13 ans et a pris la fuite. Gordon fit un geste dédaigneux. Allégation. Et même si Kyle était impliqué, ce que je ne dis pas, les garçons seront toujours des garçons. Les accidents, ça arrive. Ce n'était pas un accident. C'était au minimum une négligence criminelle. Écoutez-moi bien, Gordon se leva, la voix durcie. J'ai été patient parce que je comprends que vous êtes sous le coup de l'émotion. Mais mon fils bénéficie de l'immunité diplomatique grâce à mes relations d'affaires à l'étranger. Même si des poursuites étaient engagées, ce qui n'arrivera pas, rien ne tiendrait. Le juge Théodore Cherry, qui serait en charge de cette affaire, est dans ma poche. Je vous suggère d'accepter l'indemnisation de l'assurance que mes avocats vous proposeront et de passer à autre chose. Victor s'approcha du bureau. Vous ne savez pas du tout à qui vous avez affaire. Gordon éclata de rire, un son rauque. Vous êtes un professeur de lycée de banlieue. Je sais exactement à qui j'ai affaire. À un moins que rien. Vous avez 10 minutes pour appeler la police et faire en sorte que Kyle se rende. Le rire s'intensifia. Sinon quoi? Vous allez me poursuivre en justice? Déposer une plainte? J'ai écrasé des hommes 2 fois plus costauds que vous pour la moitié de cette insolence. Victor consulta sa montre. 9 minutes et 40 secondes. Sécurité, appela Gordon. Ce ne sera pas nécessaire, dit Victor en se dirigeant vers la porte. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Alors que l'ascenseur descendait, Victor passait déjà des appels. Le premier fut pour Nat. J'ai besoin de tout ce que tu as sur Gordon Sutton. Dossier financier, transactions commerciales, vie personnelle, tout. Victor, qu'est-ce que tu prépares? La justice. Chapitre 3, l'orage gronde. De retour dans son bureau ce soir-là,
Victor ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. En apparence, Victor Parsons était un professeur d'histoire apprécié au lycée Lincoln, mari de la bibliothécaire Kendra, et père d'Emma, joueuse de foot. Mais avant de choisir cette vie tranquille, il avait été tout autre chose. Pendant 12 ans, Victor avait travaillé pour une division classifiée de l'Agence du renseignement de la défense, DIA, spécialisée dans l'extraction d'informations et d'actifs en territoires hostiles. Il parlait 6 langues, pouvait tuer un homme de 17 manières différentes, et avait un jour fait tomber un général corrompu en Europe de l'Est en n'utilisant que la patience et la propre cupidité de l'homme. Il avait pris sa retraite à la naissance d'Emma, voulant offrir à sa fille une vie normale avec un père qui rentrait tous les soirs. L'agence avait été réticente à le laisser partir. Les hommes avec ces compétences étaient rares, mais ils avaient accepté à la condition qu'il reste disponible pour des circonstances extrêmes. Son téléphone sonna. La voix de Nat était sombre. J'ai le rapport préliminaire sur Sutton. Victor, ce type est pire que ce que nous pensions. Sutton Industries est clean en surface, mais il y a des sociétés écrans, des comptes offshore et des contrats gouvernementaux très douteux. Quel genre de contrat? Principalement de la vente d'armes. Rien de techniquement illégal, mais il a vendu à des clients dans des zones grises. Il y a aussi des preuves de corruption de fonctionnaires étrangers, d'entente sur les prix et d'intimidation de concurrents. L'homme a bâti un empire sur la corruption. Et sa vie personnelle? Divorcé 2 fois, les 2 épouses ont reçu des règlements substantiels avec des accords de non-divulgation en béton. Kyle est son fils unique, pourri gâté depuis sa naissance. Le gamin a un casier pour conduite en état d'ivresse, agression, et il y a des rumeurs sur des choses pires qui n'ont jamais atteint les tribunaux. Victor prit des notes. Autre chose? Oui, Gordon a un frère, Eugene Sutton, qui dirige la partie juridique de l'entreprise. Ancien procureur passé au privé. On dit qu'il est aussi véreux que Gordon, mais 2 fois plus malin. Si tu t'attaques à cette famille, tu t'attaques aux 2. Après avoir raccroché, Victor sortit un téléphone sécurisé, un de ceux qui, techniquement, n'existait pas. Il composa un numéro à Washington. Theodore Sherry, répondit une voix. Juge Sherry, ici Victor Parsons. Je crois que vous savez pourquoi j'appelle. Un rire nerveux. Je suis désolé, monsieur Parsons, mais je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il y a 48 heures, ma fille a failli être tuée par Kyle Sutton. Aujourd'hui, Gordon Sutton s'est vanté devant moi de vous avoir dans sa poche. Je pourrais rapporter cette conversation à l'unité de corruption publique du FBI, mais j'ai pensé vous donner une chance de vous expliquer. La ligne resta silencieuse un long moment. Monsieur Parsons, je pense qu'il y a eu un malentendu. Juge Sherry, en 2019, vous avez reçu un prêt de 400 000 $ d'une filiale de Sutton Industries pour acheter votre maison de vacances dans les Hamptons. Le prêt a été annulé 8 mois plus tard, juste avant que vous ne classiez les charges contre Kyle Sutton pour sa première conduite en état d'ivresse. Dois-je continuer? Comment avez-vous? Qui êtes-vous? Je suis un père qui cherche justice pour sa fille. Vous avez 24 heures pour vous récuser de toute affaire liée au Sutton et annoncer votre retraite anticipée pour des raisons de santé. Si vous ne le faites pas, la conversation que vous venez d'avoir avec Gordon Sutton sur le classement des charges contre Kyle sera diffusée sur toutes les chaînes d'information de l'État. Je n'ai jamais eu cette conversation. Juge Sherry, j'ai des enregistrements. Bonne soirée. Victor raccrocha et appela l'inspecteur Dixon. Inspecteur, hypothétiquement, si de nouvelles preuves apparaissaient dans l'affaire de délit de fuite d'Emma Parsons, seriez-vous prêt à les exploiter? Absolument. Mais monsieur Parsons, sans témoins supplémentaires ou preuves matérielles. Et si je vous disais que la voiture de Kyle Sutton a des dommages à l'avant qu'il essaie de cacher? J'ai besoin de voir cette voiture pour confirmer que ça correspond à la scène de l'accident. Et si je vous disais aussi qu'il y a une vidéo de surveillance d'une caméra de circulation qui montre clairement le visage de Kyle au volant? Ça changerait tout. Mais nous avons vérifié toutes les caméras de circulation. Vous avez vérifié les caméras de la ville. Vous n'avez pas vérifié le système de sécurité privée de la banque au coin de la rue. Celui qui se télécharge automatiquement sur un serveur cloud que Gordon Sutton ne peut pas toucher. Il y avait de l'excitation dans la voix de Dixon maintenant. Pouvez-vous me procurer cette vidéo? Inspecteur, cette vidéo sera livrée sur votre bureau demain matin à 9 h,
avec des photos du véhicule endommagé de Kyle Sutton et un témoin qui témoignera que Gordon Sutton lui a demandé de détruire des preuves. Monsieur Parsons, comment exactement obtenez-vous ces preuves? Disons simplement que j'ai des compétences très particulières, inspecteur. Des compétences que j'ai acquises au cours d'une longue carrière. Des compétences qui font de moi un cauchemar pour les gens comme Gordon Sutton. En raccrochant, Victor sourit pour la première fois depuis l'accident. La phase 1 était terminée. Le juge Sherry serait hors jeu d'ici le matin, et les vraies preuves allaient bientôt faire surface. Mais ce n'était que le début. Gordon Sutton voulait jouer à des jeux avec un professeur de lycée. Il était sur le point de découvrir qu'il jouait en réalité aux échecs avec un grand maître. Chapitre 4, l'étau se resserre. Gordon Sutton savourait son café du matin en lisant le Wall Street Journal lorsque son assistante fit irruption dans son bureau, le visage pâle. Monsieur Sutton. Le juge Sherry vient d'annoncer sa retraite. Avec effet immédiat. Il invoque des raisons de santé. Gordon posa lentement sa tasse. Des raisons de santé? Il allait très bien hier. Il y a plus. L'inspecteur Dixon vient d'arriver avec un mandat pour inspecter la voiture de Kyle. C'est impossible. Sherry m'avait assuré. Monsieur, le juge Sherry n'est plus impliqué. Le mandat vient de la juge Faith Pierce. Elle n'est pas des nôtres. Le visage de Gordon s'assombrit. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de son fils. La messagerie vocale. Kyle, appelle-moi immédiatement. Ne parle à personne avant de m'avoir parlé. Son appel suivant fut pour son frère, Eugène. Nous avons un problème. Je sais. Je regarde les infos. Ils ont une vidéo de surveillance. Gordon, une vidéo nette de Kyle au volant, grillant ce feu rouge. Comment est-ce possible? J'ai demandé à mes hommes de vérifier chaque caméra dans un rayon de 6 pâtés de maison. Ça vient du système de sécurité privé de la First National Bank. Apparemment, ce Victor Parsons savait exactement où chercher. Gordon arpentait son bureau. Qui diable est ce type? Fais une vérification de ses antécédents. Spectre complet. Je veux tout savoir, de son certificat de naissance à ses déclarations de revenus. Déjà fait. Mais Gordon, nous devons prendre les devants. Kyle doit se rendre avec nos avocats. Négocier une plaidoirie. Absolument pas. Peu importe ce que ça coûte. Kyle n'ira pas en prison. Les preuves sont accablantes. Si nous nous battons et perdons, alors nous ferons en sorte de ne pas perdre. 1 heure plus tard, Eugène Sutton arriva au bureau de son frère avec un dossier épais. Son visage était sombre. Gordon, nous avons un problème plus grave que je ne le pensais. Que as-tu trouvé? Victor Parsons n'est pas juste un professeur. C'est un ancien de la DIA, l'agence du renseignement de la défense. Opération classifiée pendant 12 ans avant de prendre sa retraite. Les détails sont lourdement censurés, mais j'ai réussi à rassembler assez d'éléments grâce à mes contacts. Cet homme est formé aux opérations psychologiques, à la surveillance électronique et à l'extraction d'actifs. Gordon sentit un frisson lui parcourir l'échine. Extraction d'actifs? Il était spécialisé dans l'obtention d'informations et de personnes hors de territoires hostiles. Un cas que j'ai trouvé l'implique dans la mise au jour, à lui seul, d'un réseau de corruption dans les Balkans qui remontait jusqu'au Premier ministre. Une autre fois, il a démantelé un réseau de traite d'êtres humains en retournant les criminels les uns contre les autres. Comment un agent de la DIA devient-il professeur de lycée? Un père de famille qui voulait une vie normale pour sa fille. Mais Gordon, des hommes comme ça, ils n'oublient pas leur formation. Au contraire, ils deviennent plus dangereux parce qu'ils ont quelque chose de réel à protéger. Gordon s'effondra dans son fauteuil. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je dis que lorsque tu l'as menacé hier, tu n'as pas menacé un père de banlieue. Tu as menacé un homme entraîné à faire tomber des gouvernements. Et tu lui as donné une motivation. Avant que Gordon ne puisse répondre, Beverly se précipita à l'intérieur. Monsieur Sutton, le FBI est là. Ils veulent vous parler de vos contrats gouvernementaux. Quoi? C'est impossible. Ces contrats sont scellés. Monsieur, ils ont des documents, des dossiers financiers. Ils posent des questions sur des pots de vin à des fonctionnaires étrangers et des ventes d'armes illégales. Eugène attrapa le bras de son frère. Comment ont-ils pu obtenir ces dossiers?
Ils sont sur un serveur sécurisé. Le téléphone de Gordon sonna. Il regarda l'identifiant de l'appelant. Numéro inconnu. Monsieur Sutton. La voix était calme, mesurée. Victor Parsons, espèce de... Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai tenu ma promesse. Vous aviez 10 minutes pour que Kyle se rende. Vous avez choisi de rire. Maintenant, vous découvrez ce qui se passe quand on cherche des noix à quelqu'un qui sait se battre. Vous ne pouvez pas me toucher. J'ai des relations. Aviez des relations. Le juge Sherry a pris sa retraite ce matin. Vos contacts au FBI font actuellement l'objet d'une enquête pour corruption. Et ces contrats de vente d'armes que vous pensiez secrets? Ils sont en cours d'examen par un comité de surveillance du Congrès. Les mains de Gordon tremblaient. Qu'est-ce que vous voulez? Que Kyle se rende. Aveu complet. Pas de plaidoirie négociée. Pas de peine réduite. Il purgera une peine proportionnelle à son crime. C'est impossible. Je ne laisserai pas mon fils. Monsieur Sutton, vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas une négociation. C'est un règlement de compte. Vous avez passé 20 ans à croire que l'argent et l'influence vous rendaient intouchables. Je suis ici pour vous prouver le contraire. La ligne se coupa. Chapitre 5, la débandade. Kyle Sutton était assis dans la banquette du fond du Murphy's Tavern, un bar miteux du mauvais côté de la ville, sirotant son 4e whisky. Il se cachait là depuis que la nouvelle du mandat d'arrêt à son encontre avait éclaté. Son téléphone affichait 17 appels manqués de son père, mais Kyle n'était pas prêt à affronter cette conversation. Il ne vit pas l'homme s'installer dans la banquette en face de lui jusqu'à ce qu'une voix dise « Kyle Sutton ». Kyle leva les yeux pour voir un homme d'âge mûr avec des tempes grisonnantes et des yeux intelligents. L'homme ne ressemblait pas à un flic. Mais les instincts de Kyle criaient au danger. Qui demande? Quelqu'un qui sait ce qui s'est vraiment passé il y a 2 jours. La main de Kyle se serra sur son verre. Je ne vois pas de quoi vous parlez. La cocaïne dans votre système quand vous avez renversé Emma Parsons. Le fait que vous veniez de l'opération de drogue de Vince Castro sur la 5e rue. La vraie raison pour laquelle vous avez fui. Le visage de Kyle devint blanc. Comment pouvez-vous? Parce que c'est mon métier de savoir des choses, Kyle. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Mon père va. Votre père est en train de regarder son empire s'effondrer. Perquisition du FBI, enquête du Congrès, audits fiscaux. Il a de plus gros problèmes que de nettoyer vos dégâts maintenant. L'homme fit glisser une carte de visite sur la table. Elle indiquait simplement « Haru Udar, avocat ». Monsieur Udar ici présent a une proposition intéressante. Vous pouvez soit attendre que la police vous trouve et elle vous trouvera et faire face à des accusations d'agression avec un véhicule, de délit de fuite, de conduite sous influence et de possession de drogue, soit vous rendre ce soir avec une coopération totale et faire face à des charges réduites. L'esprit de Kyle s'emballa. Quel genre de charge réduite? Agression avec un véhicule avec crédit de coopération. 18 mois, admissible à la libération conditionnelle en 9. Bien mieux que les 15 ans que vous risquez sinon. Mon père ne permettra jamais. Kyle, la voix de l'homme se durcit. La protection de votre père est une illusion. Elle l'a toujours été. La seule personne qui peut vous sauver maintenant, c'est vous. Al-Wudar ouvrit une mallette et en sortit des documents juridiques. Aveu complet, coopération avec les autorités et des excuses personnelles à la famille Parsons. En échange, le procureur, qui n'est pas dans la poche de votre père, recommandera la peine réduite. Kyle fixa les papiers. Qui êtes-vous? Nous sommes ce qui arrive quand quelqu'un qui comprend vraiment le pouvoir décide de l'utiliser pour la justice au lieu de son gain personnel. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Eugene Sutton passait la pire journée de sa carrière d'avocat. 3 de ses plus gros clients avaient résilié leur contrat après que les perquisitions du FBI eurent fait les gros titres. Son téléphone privé sonna, celui que seule la famille utilisait. Eugène, il faut qu'on se voie. La voix de Gordon était tendue. Au club? Non. Quelque part de sûr. Les entrepôts Murphy sur Industrial Boulevard, box 247. Dans 1 heure. Eugène trouva son frère dans le box de stockage, entouré de classeurs et de boîtes. Gordon semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ils ont gelé mes comptes, dit Gordon sans préambule. Tous?
personnel, professionnel, offshore. Ils ont des informations qu'il aurait dû être impossible d'obtenir. Tout. Relevé bancaire, communication, liste de clients. C'est comme si quelqu'un avait accès à toute notre infrastructure numérique. Eugène s'assit lourdement sur une boîte. Ce Parsons, il ne travaille pas seul. Ce genre d'opération nécessite des ressources, de la coordination, des ressources de niveau gouvernemental. Tu penses qu'il est toujours de l'agence? Je pense qu'il a demandé des faveurs. De grosses faveurs. Et Gordon, il y a autre chose. Kyle a disparu. Il n'est pas rentré hier soir et son téléphone va directement sur la messagerie vocale. Le visage de Gordon devint rouge. Trouve-le. Utilise toutes les ressources qu'il nous reste. Quelles ressources? La moitié de notre équipe de sécurité vient de démissionner. L'autre moitié fait l'objet d'une enquête. Les enquêteurs privés que nous utilisons habituellement ne répondent plus à nos appels. Le téléphone de Gordon vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Regarde les infos. Ils allumèrent la petite télévision dans le box. Un bandeau d'informations défilait à l'écran, le fils d'un PDG se rend dans une affaire délit de fuite. La voix du journaliste remplit le petit espace. Kyle Sutton, fils de l'homme d'affaires Gordon Sutton, s'est rendu ce soir dans le cadre d'un accident avec délit de fuite qui a laissé Emma Parsons, 13 ans, hospitalisée. Des sources proches de l'enquête affirment que Sutton a fourni des aveux complets et coopère avec les autorités. Gordon s'effondra dans une chaise. Il s'est rendu. Comment? Pourquoi ferait-il ça? Le téléphone d'Eugène sonna. L'identifiant de l'appelant montrait le numéro de Kyle. Kyle, où es-tu? Oncle Eugène, je suis en prison. Ils m'ont arrêté après que j'ai fait ma déclaration. Je leur ai tout dit. Kyle, qu'as-tu fait? Je leur ai parlé de la cocaïne, du feu rouge grillé, de papa qui m'a dit de cacher la voiture. Je suis désolé, mais ils avaient des preuves. Ils savaient déjà tout. Eugène regarda son frère, dont le visage était devenu cendré. Kyle, ne dis plus un mot jusqu'à ce que j'arrive. Oncle Eugène, il y a autre chose. L'homme qui m'a convaincu de me rendre. Il m'a donné un message pour papa. Quel message? Il a dit, papa, il te reste 8 minutes. La ligne se coupa. Eugène vérifia sa montre. 21h52, Gordon, qu'as-tu dit exactement à ce Parsons? Je lui ai dit que Kyle avait l'immunité, que le juge était à moi, qu'il devrait prendre un règlement et disparaître. Et qu'a-t-il dit? Il m'a donné 10 minutes pour que Kyle se rende, ou sinon? Eugène commença à calculer. Gordon, c'était hier vers 14 heures. Ça fait presque 32 heures. Alors toute cette journée, les perquisitions du FBI, les comptes gelés, la reddition de Kyle. Tout ça a été orchestré. Ce n'est pas réactif. C'est planifié. Professionnel. Le téléphone de Gordon sonna de nouveau. Victor Parsons. Le temps est écoulé, Monsieur Sutton. Chapitre 6, le prix de l'arrogance. Qu'est-ce que vous voulez? La voix de Gordon se brisa de désespoir. Les aveux complets de Kyle n'étaient que le début. La voix de Victor était claire et froide. Dans l'heure qui vient, vous allez découvrir exactement ce qui se passe quand vous menacez ma famille. Je vous paierai ce que vous voulez. Donnez votre prix. Le prix n'est pas de l'argent, Monsieur Sutton. Le prix, c'est tout ce que vous avez bâti sur la corruption et l'intimidation. La ligne se coupa et immédiatement le téléphone de Gordon sonna de nouveau. Cette fois, c'était son avocat, Hugh Ferry. Gordon, nous avons une crise. Le département de la justice vient de déposer une affaire RICO contre Sutton Industries. Ils allèguent le racket, le blanchiment d'argent et la conspiration. Ils veulent tout saisir. Sur la base de quelles preuves? Des documents internes, des dossiers financiers, des conversations enregistrées. Gordon, certains de ces enregistrements proviennent de votre bureau privé. Quelqu'un écoute vos appels depuis des mois. Eugène arracha le téléphone à son frère. Hugh, c'est Eugène. Comment est-ce possible? Notre bureau est vérifié pour les micros chaque semaine. Eugène, ce n'est pas de la surveillance physique. Quelqu'un a piraté votre infrastructure numérique. Tout entière. Téléphone, ordinateur, système de sécurité,
même vos appareils personnels. Ils ont accès à tout. Gordon recula en trébuchant. C'est impossible. Nous utilisons un cryptage de niveau militaire. Plus maintenant. À partir de ce soir, Sutton Industries est sous séquestre fédéral en attendant l'enquête. Vous êtes tous les deux interdits d'accès à vos bureaux et les actifs de l'entreprise sont gelés. Après que Hugh eut raccroché, les frères s'assirent dans un silence stupéfait. Puis le téléphone d'Eugène vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Box 249. Maintenant. Ils se dirigèrent vers le box de stockage adjacent, qui était ouvert. À l'intérieur se trouvait Victor Parsons, assis sur une chaise pliante, un ordinateur portable ouvert sur une petite table à côté de lui. Derrière lui se tenaient deux autres hommes, clairement des militaires ou ex-militaires à en juger par leur allure. Monsieur Sutton, Monsieur Sutton. Victor fit un signe de tête à chaque frère. Veuillez vous asseoir. Comment avez-vous? Commença Gordon. Su que vous seriez ici? Je surveille vos communications depuis hier. Ce box appartient à l'une de vos sociétés écrans. La même que vous avez utilisée pour cacher des actifs au fisc. Eugène retrouva sa voix. Que voulez-vous de nous? Rien que vous ne soyez capable de donner, malheureusement. Voyez-vous, quand votre frère m'a menacé, il a supposé que j'étais impuissant. Mais le pouvoir, ce n'est pas l'argent ou les relations politiques. Le vrai pouvoir, c'est la compétence, la préparation et le fait d'avoir les bons amis. Victor fit un geste vers les hommes derrière lui. Voici Everett Parr et Mark Galvin. Everett travaillait pour les opérations cybernétiques de la NSA. Mark était spécialisé dans les crimes financiers pour le département du Trésor. Il me devait quelques faveurs. Vous ne pouvez pas nous détruire, dit Gordon. Mais sa voix manquait de conviction. Je l'ai déjà fait. Le procès fédéral contre votre entreprise aboutira à des condamnations pénales pour vous deux. Kyle purgera sa peine en prison. Vos relations politiques font l'objet d'une enquête pour corruption. Vos comptes offshore ont été saisis en vertu des lois antiterroristes. Eugène se pencha en avant. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, un moyen de négocier. L'expression de Victor ne changea pas. Monsieur Eugène Sutton, vous avez passé votre carrière à aider votre frère à échapper aux conséquences de ses actes. Vous avez intimidé des témoins, soudoyé des fonctionnaires et perverti la justice pour le profit. Pensiez-vous vraiment qu'il n'y aurait jamais de règlement de compte? Nous pouvons vous payer. Avec quoi? Vos comptes sont gelés. Vos actifs sont sous contrôle fédéral. Votre fils est en prison et vous êtes sur le point de le rejoindre. Gordon se jeta soudainement en avant. Vous avez détruit ma famille. Les deux hommes derrière Victor bougèrent comme l'éclair, retenant Gordon avant qu'il ne puisse atteindre la table. Victor ne sourcilla même pas. Monsieur Sutton, vous avez détruit votre propre famille le moment où vous avez élevé un fils qui pensait pouvoir blesser des innocents sans conséquence. J'ai simplement retiré la protection qui permettait que cela continue. Victor ferma son ordinateur portable et se leva. Messieurs, je vous suggère de contacter vos avocats. Vous allez en avoir besoin. Alors qu'ils atteignaient la sortie, Victor s'arrêta. Oh, et Monsieur Sutton, cet enregistrement qui vous inquiète, celui où vous vous vantez d'avoir un juge fédéral dans votre poche, il est déjà entre les mains du FBI. Profitez de votre soirée. La porte du box de stockage claqua, laissant les frères Sutton seuls dans l'obscurité. Chapitre 7, la chute des dominos. Les frères Sutton passèrent la nuit dans le box. Leurs avocats leur ayant conseillé de ne pas rentrer chez eux où des agents fédéraux les attendaient avec des mandats d'arrêt. À l'aube, Eugène rompit enfin le silence. Nous devons fuir. Gordon leva les yeux du sol où il était assis depuis des heures. Fuir où? Ils ont tout gelé. Nos contacts ne répondent plus à nos appels. Le dossier fédéral est en béton. J'ai des fonds d'urgence. Des comptes offshore non liés à l'entreprise. Nous pouvons disparaître, recommencer ailleurs sans traité d'extradition. Et Kyle? Kyle a fait son choix quand il a avoué. Nous ne pouvons plus le sauver. Pendant qu'ils discutaient de leurs options, aucun des deux frères ne remarqua le petit appareil caché parmi le contenu du box. Un autre cadeau des amis de Victor à la NSA. De l'autre côté de la ville, Victor était assis dans la chambre d'hôpital de sa fille, lui tenant la main pendant qu'elle dormait. Le médecin avait dit qu'elle pourrait rentrer à la maison demain. Kendra somnolait dans le fauteuil à côté du lit,
épuisé par 2 jours d'inquiétude. Son téléphone sécurisé vibra avec un SMS de Nat, les Sutton prévoient de fuir. Ils bougent des fonds offshore ce soir. Tu veux qu'on les arrête? Victor répondit, laissez-les essayer. Ce que les frères Sutton ne savaient pas, c'est que l'opération de Victor avait été encore plus complète qu'ils ne l'imaginaient. Everett Parr n'avait pas seulement piraté leur communication. Il avait obtenu l'accès à chaque institution financière qu'ils avaient jamais utilisée. Chaque compte, chaque transaction, chaque tentative de déplacer de l'argent était surveillée en temps réel. Les comptes offshore secrets d'Eugène avaient été vidés des heures auparavant. Les fonds transférés à des œuvres de charité légitimes et à des programmes d'aide aux victimes. Lorsque les frères arrivèrent à l'aérodrome privé à minuit, ils découvrirent que leur plan d'évasion s'était évaporé. Les comptes sont vides, murmura Eugène, fixant son téléphone avec incrédulité. C'est impossible. Ces comptes étaient protégés par... Monsieur, une voix les interrompit. Ils se retournèrent pour voir Carlos Schmitt, un marshal fédéral, accompagné d'une équipe d'agents. Gordon Sutton et Eugène Sutton, vous êtes en état d'arrestation pour racket, blanchiment d'argent, conspiration et obstruction à la justice. Alors que les menottes se refermaient, Gordon vit une silhouette familière observée depuis l'ombre près du hangar. Victor Parsons sortit dans la lumière, son expression indéchiffrable. Vous disiez posséder cette ville, cria Victor. Mais vous n'avez jamais possédé sa conscience. Dans les jours qui suivirent, toute l'étendue de l'opération de Victor devint claire. L'enquête du FBI révéla un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'à la mairie, au département de police et à la législature de l'État. Une douzaine de fonctionnaires furent arrêtés, dont 3 juges et le chef adjoint de la police. L'histoire fit les gros titres pendant des semaines, un enseignant fait tomber un empire de la corruption, David contre Goliath à l'ère numérique, comment la quête de justice d'un père a exposé la corruption à l'échelle de la ville. Mais Victor évita l'attention des médias, se concentrant sur le rétablissement d'Emma et son retour en classe. Ses élèves remarquèrent que leur professeur d'histoire semblait plus détendu, comme si un grand poids avait été levé de ses épaules. Chapitre 8, le procès. 6 mois plus tard, Victor était assis dans la galerie du tribunal fédéral alors que Kyle Sutton était condamné pour agression avec un véhicule et délit de fuite. Le jeune homme paraissait plus âgé, plus mince, son arrogance remplacée par quelque chose qui ressemblait à du remords. Monsieur Sutton, la juge Faith Pierce s'adressa à l'accusé. Vous avez failli tuer une enfant innocente et avez ensuite tenté d'utiliser l'influence de votre famille pour échapper à la justice. La Cour vous condamne à 4 ans de prison fédérale, avec une éligibilité à la libération conditionnelle dans 2 ans. L'avocat commis d'office de Kyle, la fortune de sa famille ayant été saisie pour payer les dédommagements et les frais de justice, hocha sombrement la tête. La fortune des Sutton avait disparu, distribuée entre les victimes des divers crimes de la famille et les œuvres de charité désignées par Victor. Emma, maintenant complètement rétablie et de retour au foot, était assise entre ses parents dans la galerie. Elle serra la main de son père alors que Kyle était emmené menotté. « Papa, tu penses qu'il est vraiment désolé ?» Victor étudia le visage du jeune homme. « Je pense qu'il apprend que les actions ont des conséquences. C'est un début. » Gordon et Eugène Sutton avaient été condamnés le mois précédent. Gordon reçut 25 ans pour racket et conspiration, tandis qu'Eugène en obtint 15 pour son rôle dans l'obstruction à la justice. Les 2 hommes avaient considérablement vieilli pendant leur procès, le stress et la honte laissant des traces visibles. Lors de la condamnation de Gordon, il s'était levé pour s'adresser à la cour. « Votre honneur, je pensais protéger ma famille. Je réalise maintenant que je la détruisais. Ce que j'ai fait à la famille Parsons est impardonnable, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. J'ai passé des décennies à blesser des gens pour protéger mes propres intérêts. Je mérite la punition que vous me donnerez. » C'était la première fois que Victor voyait un remords sincère de la part de l'homme qui avait menacé sa famille. Cela n'excusait pas ce que Gordon avait fait, mais cela offrait l'espoir que même les pires personnes pouvaient reconnaître leurs torts. Après l'audience, l'inspecteur Dixon aborda Victor dans le couloir. « Monsieur Parsons, je voulais vous remercier. Cette affaire a mené au plus grand nettoyage de la corruption de l'histoire de la ville. Beaucoup de bons flics ont enfin obtenu justice aussi. Juste un professeur qui veille sur sa fille. » L'inspecteur Dixon sourit. « C'est ça. Eh bien, ce professeur sait certainement comment noter les copies. » Alors que la famille Parsons sortait du palais de justice, Victor remarqua une silhouette familière qui attendait près de leur voiture.
Nathaniel Kemp s'avança, l'air sérieux. Victor, il faut qu'on parle. Chapitre 9, la dernière leçon. Ce soir-là, après qu'Emma se fut endormie et que Kendra corrigeait des livres de la bibliothèque, Victor retrouva Nat dans un café tranquille du centre-ville. Son ancien superviseur avait l'air fatigué mais satisfait. L'agence te veut de retour. Victor remua lentement son café. Je m'en doutais. Ce que tu as fait ici, c'était un cas d'école. Élégant, précis, proportionné. Tu as démantelé une organisation criminelle sans tirer un coup de feu ni enfreindre la loi. Le directeur est impressionné. Ça ne m'intéresse pas, Nat. Écoute-moi. Il y a d'autres Gordon Sutton dans le monde. D'autres fonctionnaires corrompus, d'autres criminels puissants qui se croient intouchables. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec tes compétences. Non. La voix de Victor était ferme. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger ma famille. Ça ne veut pas dire que je veux retourner à cette vie. Victor, tu es gaspillé en tant que professeur. Vraiment? Victor sourit. La semaine dernière, un de mes élèves, Robbie Pennington, est venu me voir parce que son père battait sa mère. Il y a un an, je lui aurais dit d'appeler la police et d'espérer pour le mieux. Cette fois, j'ai passé quelques appels. Il s'avère que le père de Robbie devait de l'argent à des gens très peu recommandables. Un mot à la bonne personne, et soudain, ses dettes ont été réclamées. Monsieur Pennington a décidé de s'inscrire en cure de désintoxication et en gestion de la colère. Nat haussa un sourcil. Et la mère de Robbie est en sécurité. Son père reçoit de l'aide. Et je n'ai pas eu à quitter ma salle de classe pour le faire. Tu vois, Nat, je ne suis pas gaspillé en tant que professeur. Je suis exactement là où je suis censé être. L'agence se débrouillera sans moi, comme elle l'a fait ces 6 dernières années. Ma guerre n'est plus à l'étranger. Elle est ici, dans ma communauté, avec mes élèves et ma famille. Nat soupira et sortit une carte de visite. Si jamais tu changes d'avis. Victor empocha la carte sans la regarder. Je ne changerai pas d'avis. 3 mois plus tard, Victor se tenait devant sa classe, donnant une leçon sur l'importance de la responsabilité civique et de la reddition de comptes du pouvoir. Au dernier rang, Robbie Pennington leva la main. Monsieur Parsons, ma mère dit que vous avez aidé notre famille d'une manière ou d'une autre. Elle ne veut pas me dire comment, mais elle dit que vous êtes un héros. La classe se tourna pour regarder leur professeur, qui se contenta de sourire. Robbie, n'importe qui peut être un héros. Il suffit de reconnaître quand quelque chose ne va pas et d'avoir le courage d'agir. Les héros ne naissent pas spéciaux. Ce sont des gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires quand c'est le plus important. Mais certaines personnes ont plus de pouvoir que d'autres, fit remarquer une autre élève, Maggie Wall. Les gens riches comme ce Sutton peuvent faire ce qu'ils veulent. Vraiment, demanda Victor. Qu'est-il arrivé à Gordon Sutton? Il est allé en prison, dit Maggie. Et pourquoi est-ce arrivé? Les élèves réfléchirent un instant. Finalement, un élève discret nommé Ben Chavez prit la parole. Parce que quelqu'un lui a tenu tête. Quelqu'un qui n'avait pas peur. Exactement. Le pouvoir, ce n'est pas l'argent ou les relations. Le vrai pouvoir vient de la connaissance, de la préparation et de la volonté de se battre pour ce qui est juste. Les Sutton se croyaient intouchables parce que personne ne les avait jamais sérieusement défiés. Ils confondaient influence et invincibilité. Après le cours, Victor se dirigea vers sa voiture, profitant du chaud soleil de printemps. Son téléphone vibra avec un SMS d'Emma. « Papa, le coach dit que je pourrais être en équipe première l'année prochaine. On se voit à la maison. » Il sourit et répondit « Je suis fier de toi, ma chérie. À tout à l'heure. » En rentrant chez lui, Victor réfléchit à l'année écoulée. L'Empire Sutton avait disparu, démantelé pièce par les voies légales et les autorités compétentes. Kyle purgeait sa peine et, selon les rapports, était devenu un prisonnier modèle qui conseillait les autres détenus sur les dangers de la conduite en état d'ivresse. Gordon Sutton était en prison fédérale, où ses anciennes victimes lui envoyaient occasionnellement des lettres, non pas de pardon, mais de clôture. Eugène avait été radié du barreau et purgeait sa peine dans un établissement à sécurité minimale, passant son temps à enseigner la littératie juridique à ses codétenus. Le réseau de corruption qu'ils avaient exposé avait conduit à 17 condamnations et à une réforme complète du gouvernement de la ville.
La juge Faith Pierce avait été élevée à la Cour suprême de l'État et l'inspecteur Dixon avait été promu capitaine. Emma s'était complètement rétablie. Sa seule cicatrice, une fine ligne sur son bras gauche qu'elle portait comme une médaille d'honneur. « C'est papa qui me l'a donné », disait-elle à ses amis, quand il a combattu les méchants et qu'il a gagné. Mais la vraie victoire n'était pas la destruction des Sutton ou le nettoyage de la corruption dans la ville. La vraie victoire, c'est que Victor avait prouvé quelque chose d'important. Que la justice n'exigeait pas la vengeance, que la force n'exigeait pas la cruauté, et que parfois, l'arme la plus puissante contre le mal était simplement le refus d'être intimidé. En arrivant dans son allée, Victor vit Emma et Kendra jouer avec leurs chiens dans le jardin. C'était son monde maintenant, non pas les ombres de l'espionnage international, mais le soleil d'une vie ordinaire rendue extraordinaire par les personnes qui la partageaient. Son téléphone sécurisé vibra une dernière fois. Un message d'un numéro inconnu, « Merci d'avoir appris à mon fils ce que sont les conséquences. Gordon Sutton. » Victor supprima le message et rangea le téléphone. Certaines leçons, songea-t-il, étaient plus dures que d'autres. Mais à la fin, tout le monde pouvait apprendre s'il était prêt à en payer le prix. Le professeur entra dans sa maison, serra sa famille dans ses bras et ne se retourna jamais. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.